Bonjour messieurs, dames, ici Eric Leray de l'émission Occident. Alors après avoir passé un moment avec Jean-Pierre Chamou pour parler de son encyclopédie sur l'ère du numérique, on a l'honneur de recevoir un économiste assez reconnu, enfin en tout cas en Europe et ici aussi on le connaît parce qu'il connaît bien l'Institut économique de Montréal. Je parle d'ici de Nicolas Lecossin, qui est directeur de l'IREF, l'Institut français de recherche économique et fiscale. Bonjour Nicolas Lecossin. Bonjour Eric. On est content de vous recevoir. Comment ça se passe en France en ce moment? C'est assez agité avec toutes les élections qui s'en viennent et qui viennent de passer. Ouais, c'est agité, on attend les législatives. La droite ne sait pas vraiment, la droite classique ne sait pas vraiment quoi faire pour les élections à venir. Et on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec, comme on a vu, un vote extrémiste de gauche extrêmement important. Je fais allusion à Jean-Luc Mélenchon. On va revenir là-dessus, ouais. Voilà, Alors donc on d'abord, est. j'aimerais vous présenter, parce que pour montrer quand même votre envergure, parce que bon, certains vous connaissent, mais on essaie de toucher un peu plus de. Alors, je rappelle que vous êtes diplômé de Sciences Po Paris, ancien président de l'IFRAP, l'Institut français de recherche sur les administrations publiques, fondateur de l'association Entrepreneurs Juniors et auteur de plusieurs ouvrages sur le capitalisme, l'État et les politiques publiques. Et vous êtes auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages, dont Cet État qui tue la France. On va voir que c'est important. L'absolutisme efficace. Au secours, ils veulent la peau du capitalisme. À quoi servent les riches co-auteurs? Et l'obsession antilibérale française, avec des ouvrages très intéressants comme L'échec de l'État et Les donneurs de leçons aux éditions du Rocher. Voilà. Alors, peut-être dans un premier temps, je sais que vous développez, et on soutient ici la philosophie classique libérale. Parlez-nous un peu de l'IREF. Bon, ça a été créé en 2002. On va passer d'abord une présentation de l'IREF comme institut pour présenter donc à nos téléspectateurs un peu votre travail. Alors, l'IREF, donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un think tank, qui est assez difficile à traduire littéralement en français. C'est un institut de recherche privé européen, je tiens à le préciser, car nous avons 3 sites différents, français, anglais, allemand. Et dans le conseil d'administration et conseil scientifique, il y a des professeurs universitaires un peu partout en Europe, Italie, Suisse, Allemagne, qui font de la recherche et des études au sein de l'IREF. Donc à Paris, je travaille surtout avec Jean-Philippe Delsol, avec une petite équipe. Jean-Philippe Delsol qui est le président, et une petite équipe de chercheurs et d'auteurs. Et on a la tâche de publier tous les jours une lettre qui s'intitule La lettre des libertés, à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement. Je tiens à préciser, est-ce que c'est encore le cas, que l'IREF ne vit que des dons privés et n'accepte pas l'argent public. C'est important, effectivement. Alors oui, effectivement, vous avez souligné le côté trilingue, l'Europe. Il y a IREF Europe, IREF France, et c'est très intéressant. IREF Europe, tout à fait. Oui, c'est ça, IREF Europe et IREF France. Et vous avez quand même des personnalités intéressantes qui ont été fondateurs, comme Jacques Garello, qui est bien connu dans le milieu classique libéral, avec Pierre, je crois que c'est son fils, hein, Pierre Garello. C'est son fils, oui, qui s'occupe d'ailleurs du Journal des Libertés, une revue trimestrielle que nous publions aussi. Donc, effectivement, je donnerai le site internet à la fin, mais on peut aller sur l'IREF, le site internet, et vous pouvez vous abonner gratuitement, comme vient de souligner Nicolas. Alors, j'aimerais souligner quand même, avant de parler des articles, parce que je vous lis régulièrement, donc je connais vos réflexions. Alors, vous avez des partenaires intéressants. Vous avez la LEPS, qui est connue. J'avais suivi certains cours à Paris. Contribuable associé qui est quand même aussi bien connu, l'Institut Constant, l'Institut for Economic Study et l'Institut économique de Montréal qu'on connaît. On va recevoir Michel bientôt, le président. Je connais très bien Michel, oui. Tout à fait. Et malheureusement, on a perdu Germain Belzile, qui était un économiste de l'Institut, mais qui est décédé au mois de décembre.
Et vous avez Nathalie Grabi-Lévy aussi, qui est chroniqueuse, mais qui est enseignante à HEC. Bon. Et l'entrepreneur junior. Donc, tout ça, c'est des partenaires que vous avez construits petit à petit au fur et à mesure des années. Tout à fait. D'abord, on partage les locaux avec la LEPS, qui est une ancienne association libérale dont le président est le professeur Pascal Salin, que tout le monde connaît, et donc, Oui. qui a été aussi présidé par Jacques Garello. Et nous partageons les locaux et nous travaillons régulièrement avec Michel, l'Institut économique Montréal, et aussi avec Contribuables Associés, avec lesquels nous organisons surtout des colloques. Des colloques, malheureusement, à cause du Covid, on ne l'a pas fait, mais avant, on organisait des colloques autour des thèmes sur la dépense publique, le gaspillage public, la réforme de l'État, avec 200 ou 300 invités. Oui, j'ai vu ça. Alors justement, parce qu'il y a une partie rapport avant de passer aux publications, il y a des propositions, donc vous faites des propositions, donc effectivement, Oui. alors sur l'État et l'administration, sur les dépenses publiques, l'impôt et la fiscalité, entreprises et réglementations, l'emploi et le chômage, le logement, l'éducation, la santé, qui est le gros morceau en ce moment, retraite et les syndicats, très important, on prépare une émission sur les syndicats ici aussi. Et vous faites effectivement des actions et des manifestations. Alors, pour les rapports, on peut les trouver en ligne, hein, c'est ça, on peut aller dans Alors, la partie on- publique. tout à fait, tout à fait. On a changé de site d'ailleurs il y a quelques mois. On peut trouver, tout est gratuit, tout est disponible, tout est téléchargeable. Notes, rapports, articles. Nous avons depuis presque 2 ans maintenant un rythme quotidien. Donc, la lettre des libertés tous les jours, y compris les week-ends. Donc, c'est un lourd travail et avec des articles qui commentent libéralement, si je puis dire ainsi, l'actualité. Mais tout Oui, est oui. disponible aux personnes qui veulent nous lire et faire des recherches sur notre site Internet, sur lequel vous pouvez trouver bien sûr des notes beaucoup plus exhaustives et beaucoup plus détaillées avec des chiffres statistiques, graphes, tableaux, etc. Et puis, souvent, vos articles sont repris dans la presse, on va dire traditionnelle, soit en ligne, soit papier. Là. Donc, Tout à fait. c'est comme une sorte de rayonnement intellectuel français dans la tradition de Frédéric Bastiat et de Turgot. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous êtes le symbole de la pensée classique libérale. Et on va voir que ce n'est pas évident parce que vous êtes comme le dernier des Mohicans. C'est presque une blague, mais Comme le c'est village d'Astérix. c'est ça, tout à fait. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que là, vous êtes quelqu'un de passionnant, parce que vous êtes un stakhanoviste de l'écriture. C'est une Je blague suis aussi. obligé. Mais bon, vous êtes d'origine. Mais je sais que vous êtes d'origine roumaine, hein, donc vous connaissez bien. Ah oui, oui. Oui. Fait. Je connais bien le communisme, je connais bien la perversité des Russes et tout ce qui se passe maintenant, ça me touche énormément et je suis extrêmement inquiet, surtout depuis quelques jours, parce je suis originaire d'une ville qui est juste à la frontière moldave, donc ce n'est pas loin de la Transnistrie et d'Odessa, donc c'est un peu inquiétant tout ce qui se passe en ce moment. On va revenir là-dessus. J'ai prévu toute une partie là-dessus. Alors, on va commencer par bon, l'élection française, parce que vous avez souligné effectivement à juste titre la montée de l'extrême gauche, parce que c'est quand même ça, Mélenchon. C'est pas, on voit que les socialistes disparaissent, les républicains, mais en même temps, je ne dirais pas du coq à l'âne, mais je dirais que il n'y a pas beaucoup de partis vraiment de droite en France et on sent quand même que l'État prend une place importante. Alors, vous avez commis plusieurs articles. Alors, vous avez une équipe, effectivement. Alors, j'ai souligné certains articles qui ne sont pas forcément écrits tous par vous, mais par exemple, Ah ben non, l'islamo-gauchisme heureusement. dans les tout à fait. L'islamo-gauchisme dans les urnes, 69% des électeurs musulmans ont voté pour Mélenchon par Oui, Émeric Belot. Là, oui. c'est intéressant parce qu'il a su, dans sa stratégie, récupérer ces voix-là. Tout à fait, tout à fait. Ouais, Mélenchon, il a fait de très bons scores dans cette banlieue avec une population d'origine maghrébine, donc plutôt musulmane.
Mais pas seulement, parce que même dans ma ville de l'Ouest parisien, où bon, c'est une ville où on vote traditionnellement et régulièrement à droite, et pas du tout à l'extrême droite, jamais à l'extrême gauche. Donc il a fait un bon score ici aussi, donc ce qui est assez inquiétant. Alors, on a vu certains articles comme La fin des Républicains par Morgan Afif du Oui. 13 avril. Et j'allais dire aussi, bon, vous avez pas fait, il n'y a pas eu, enfin, j'en ai pas lu sur la fin du Parti socialiste, mais on est quand même face à une sorte. On remarque ici aussi au Canada que les anciens, par exemple le Parti libéral ici, mais qui n'est pas libéral dans le sens classique libéral, là, c'est dans le sens plutôt américain, est passé sous la barre devenu troisième ou quatrième parti. Alors, vous avez mis l'accent, vous avez en tout cas analysé l'incroyable battage médiatique anti-Le Pen par François Turenne, mais vous avez souligné aussi qu'avant le deuxième tour, c'était Zemmour qui a été utilisé un peu comme marionnette pour faire monter Le Pen, et puis parce que Macron, c'est ce qu'il voulait. Il voulait avoir Le Pen face à lui. Alors, d'abord, je tiens à préciser notre position. Nous sommes des libéraux, libéraux économiquement, ou plutôt conservateurs du point de vue sociétal. Donc, nous sommes la droite libérale conservatrice, si je peux dire ainsi. Et nous soutenons pas vraiment ouvertement des candidats. Nous travaillons avec ceux qui s'intéressent à nos idées et à nos propositions. Donc, quel que soit le candidat qui vient nous voir, et d'habitude il y en a plusieurs, et en 2017 il y en a eu plusieurs d'ailleurs, nous travaillons avec eux, c'est-à-dire qu'on essaie de les convaincre de faire des réformes, les réformes que nous proposons, des réformes libérales. Pour ce qui est de Zemmour et puis Valérie Pécresse, par exemple, nous les avons rencontrés, on a essayé de les convaincre, nous avons rencontré leur équipe et nous on a essayé de les convaincre de mettre dans leur programme des propositions plutôt libérales, alors avec plus ou moins de succès. On avait un peu anticipé l'échec de Valérie Pécresse parce qu'elle n'avait pas eu le courage de faire un vrai projet libéral et de réforme, et en partie aussi celui d'Éric Zemmour euh, qui, euh, a, qui reste quand même un étatiste et qui a fait campagne vraiment sur les problèmes d'islamisme et d'immigration. Et dans des régions, si on regarde la carte électorale, dans des régions où ces problèmes-là ne se posent pas même en Vendée, par exemple, il a obtenu de très mauvais scores. Donc, c'est un peu décevant, ces élections sont très décevantes pour nous. En 2017, on avait Fillon, avec lequel on avait travaillé. Il nous a déçus par ce qui s'est passé, par ce qui lui est arrivé. Et là, ces élections-là, on n'est pas vraiment déçus parce qu'on n'avait pas vraiment d'espoir. Mais c'est décevant par le fait qu'il n'y avait pas vraiment de candidat libéral à ces élections. Il n'y a pas eu de candidat libéral, au contraire, il y a eu des candidats communistes, gauchistes, étatistes et marxistes. Oui, alors vous avez raison de faire le point là-dessus, parce qu'en fait, Nathalie Grabi-Lévy avait fait une chronique là-dessus sur les partis étatistes, et on retrouve cette notion autant à gauche qu'à droite, et effectivement les réformes, c'est-à-dire que vous êtes une sorte de boîte à idées, et donc les gens Oui, peuvent puiser dans vos propositions pour faire des réformes classiques libérales, disons moins d'État, on va dire moins d'État dans la vie des gens et dans la vie de l'économie, pour pouvoir progresser dans l'économie. Ça, on comprend. exactement. Par Notre contre, boîte à idées est à la disposition de tout le monde. tout à fait. Alors, par contre, vous soulignez quand même que, justement, comme je venais de dire avec la chronique de Nathalie Grabi-Lévy, il y a un article en particulier, Marine Le Pen et Emmanuel Macron en lice pour la Palme d'Or de l'étatisme et de l'assistanat. Oui, Vous reconnaissez que la plupart des partis, à part peut-être Zemmour qui avait un peu quelques, disons, avec la privatisation, par exemple, de certains médias, la baisse des taxes, peut-être c'était un des seuls qui avait un programme plus ou moins classique libéral, mais et vous avez raison de souligner que l'État était encore présent très présent. dans sa Et puis réflexion. il y a le côté protectionniste. Le côté protectionniste est Tout à extrêmement fait. présent chez ces candidats-là, Marine Le Pen et Zemmour.
Oui. Alors, comment expliquer est-ce que c'est un ensemble de facteurs, bon, médias, l'éducation, qui fait qu'il y a une sorte de conditionnement pour développer une sorte de réflexion anti-classique libérale, alors que on ne le dit pas assez, parce qu'on croit toujours que ça vient des anglophones. Il y a une tradition très ancienne, avec Turgot, par exemple, mais Ben, c'était aussi avant Adam Smith, Basquiat. d'ailleurs, Turgot. Ouais. Comment? C'était avant Adam Smith, Turgot, d'ailleurs. Ouais, Ah, c'est ça, exactement. c'est ce que je voulais Ouais, souligner. Je vous exactement. laisse Ouais. la parole justement parce que ça serait bien de souligner pourquoi il y a cette résistance alors qu'il y a une vraie tradition classique libérale française. Ouais, ben, en fait, j'ai écrit il y a quelques années un livre intitulé L'obsession antilibérale française. Effectivement, c'est une constante chez les politiques français. La droite française est antilibérale, anti-américaine, et elle est étatiste. Et tout cela fait qu'il n'y a pas vraiment d'hommes politiques courageux qui reconnaissent qu'il y a une tradition libérale en France. Benjamin Constant, vous l'avez dit, Turgot, Bastia, Jean-Baptiste Say, etc. Et c'est Tocqueville, et puis c'est comme si on ne voulait pas regarder dans cette direction-là. Et la droite française ne regarde pas dans cette direction-là. La droite française, et maintenant tous les partis ont que de Gaulle à la bouche. Donc, ils sont tous gaullistes, ils sont tous souverainistes, ils sont tous. Voilà, ils n'osent pas prononcer les mots libéral ou réforme. Alors, paradoxalement, celui qui a eu le courage de le faire et puis de dire qu'il faut en finir avec le modèle social français, ça a été Sarkozy en 2007. Et ça a marché parce qu'il a largement gagné les élections en 2007. Qu'il n'ait pas fait de réforme libérale, après, c'est autre chose. Mais il a quand même eu le courage de faire une campagne en 2007, je me rappelle très bien parce qu'on a travaillé avec lui, dans laquelle il disait que le modèle social français n'est plus viable et qu'il faut vraiment tout réformer, tout remettre à plat. Mais sinon, on l'a vu lors de ces élections et tout le monde a peur. On accuse la mondialisation, on accuse l'ultralibéralisme. Voilà, même Macron est devenu ultralibéral chez les gens de gauche. Justement, c'est important. J'aimerais. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, en quelques mots, hein, la définition de ce qu'est vraiment l'approche libérale économique et culturelle et politique? Parce qu'on nous rabâche que Macron est libéral, que Le Pen est libéral, enfin, tout le monde est libéral, alors qu'ils ne le sont pas. Enfin, Non, ils ne le sont pas du tout. Non, mais c'est très simple. C'est la liberté et la responsabilité. Et la subsidiarité. On est un pays où l'État prend en charge les Français. Être libéral, c'est vraiment beaucoup moins d'État et rendre responsables les Français. C'est ce qu'on demande, c'est ce qu'un politique, un vrai politique devrait dire. Il faudrait qu'il ait un programme de privatisation, de mise en concurrence, de réformes extrêmement importantes de l'État, de garder l'État dans ses missions régaliennes et puis basta. Je me permets de le dire. Donc ça s'arrête là. C'est très simple, c'est très rapide pour le dire, mais malheureusement les politiques français n'osent pas le faire. Si vous regardez, nous on l'a fait à l'IREF, on a analysé de manière neutre tous les programmes de gauche et de droite, et de Le Pen, Zemmour, Macron, etc. Et on a remarqué que chez tous ces gens-là, il y avait une constante, c'est qu'ils veulent s'occuper des Français. Que l'État doit s'occuper des Français. Et l'État, pire, l'État, c'est mieux que les Français ce qu'il faut faire. Ça, c'est quelque chose d'absolument inadmissible et qu'il faudrait arrêter si on veut vraiment changer ce pays. Alors, justement, c'est intéressant parce qu'il y a quand même un taux d'abstention important et vous avez souligné dans certains articles comme les Français n'ont pas voté car ils n'ont pas aimé l'offre politique. Comment Tout à fait. expliquer qu'il y a quand même près de 60% des Français qui... Enfin, est-ce que c'est ça? Peut-être vous pouvez me confirmer. Mais il y a quand même un taux énorme d'abstention.
Donc, ça a été la deuxième plus forte abstention depuis, après celle de 1969. Alors, bon, à l'époque, c'était normal, il y avait deux candidats pareils qui s'affrontaient, et donc la participation a été ridicule. Mais là, aujourd'hui, les Français n'ont pas participé au vote. C'est ce que je dis dans mon article, c'est comme quand vous allez dans un magasin acheter quelque chose, si les produits ne vous conviennent pas, vous n'achetez pas. Vous sortez du magasin. Donc c'est un peu ça, une élection à laquelle vous n'avez pas d'offre politique qui intéresse les Français. Il faut une autre offre. On a eu les mêmes discours étatistes, protectionnistes, interventionnistes. On distribue des aides, on distribue des subventions, donc tout le monde s'occupe de tout le monde. Ça a été partout comme ça. Ça a été Hmm. chez pratiquement chez tous les politiques comme ça. Je ne parle même plus de Anne Hidalgo, Fabien Roussel et d'autres marxistes qui ont fait 1 ou 2%. C'est une constante, c'est une honte. Moi, je trouve que c'est une honte pour la France. Moi, je suis fier d'être français, je le suis depuis les années 90. Et ça, voir ce spectacle étatiste durant ces élections, ça me fait de la peine. Pensez que ça pourrait expliquer, enfin on le lit aussi dans certains articles de Guimilière, que ça peut mettre en danger la réalité française, non, pas seulement au niveau d'identitaire, mais au niveau économique et de son statut, parce qu'il disait que la France était rendue au 53e stade après l'Albanie. Oui, oui, tout à fait. Non, mais ça, il a raison, il a tout à fait raison. C'est du point de vue identitaire et économique. Il risque d'y avoir une chute énorme. D'ailleurs, on publie demain les derniers classements. La France est première pour ce qui est la dépense publique pendant le Covid, première en Europe, et puis quatrième pour la dette publique durant ces 2 années. Donc, le mauvais classement de la France continue. Elle est championne du monde des prélèvements obligatoires. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui montre que c'est un pays où c'est l'État qui est le maître, donc qui est le maître, et quelles que soient les politiques, ça revient au même. Donc Vous soulignez c'est aussi très. dans certains articles la montée de l'écolo-gauchisme. Alors Luc Ferry avait déjà écrit Ouais, un ouvrage sur l'écologie, la transition entre la nature et la culture et le retour à la nature. Mais aussi, bon, on en a parlé tout à l'heure en introduction, donc l'islamisme. On voit bien quand même qu'il y a disons un regroupement. Et là, justement, ça me permet de faire la transition vers les législatives. C'est quand même l'extrême gauche, Mélenchon. Est-ce qu'on aurait pu deviner il y a encore 6 mois que Mélenchon arriverait presque en troisième position avec plus de 20%? Alors, d'abord sur l'écolo-gauchisme, oui, c'est intéressant parce que en fait, les écolos font un très mauvais score aux élections. Et pourtant, on parle que de ça, de l'écologie, de subventions, de transition écologique, etc., et énergétique, etc. Et pourtant, ils font un très Minoritaires, mauvais score. Ouais. alors qu'ils sont Ouais. minoritaires. Alors ils font un mauvais score, hein, un mauvais résultat. Et pour ce qui est de Mélenchon, c'est pas la première fois qu'il fait un bon score. Mais bon, effectivement, mais c'est plus un vote protestataire parce que les gens, on voit on a voté pour lui pas seulement dans les zones, comme je l'expliquais un peu, avec une présence de musulmans importante, mais aussi dans d'autres endroits. Si ma mémoire est bonne, même à Neuilly, on a voté pour lui. Donc c'est un vote de protestation et puis de rejet des politiques. Les gens, quand ils n'ont pas de vrai choix, de vraies offres politiques, ben, ils votent pour celui qui gueule le plus. Et donc, celui qui gueule le plus, c'est Mélenchon.
Alors justement, vous avez un article aussi intéressant. Le score de Mélenchon est aussi dû à la complaisance des médias, donc du 23 avril. C'est intéressant Ouais. parce que c'est en parallèle avec la réflexion sur l'attaque contre Zemmour, qu'ils invitaient régulièrement dans les médias, mais pour faire monter le taux d'audience, mais qui l'ont massacré, on va dire, parce qu'il est quand même descendu à 7 ou 8%, ce qui était un succès pour les médias et tous ceux qui étaient contre lui. Mais vous avez Ouais. dit, et vous, comme je l'ai souligné tout à l'heure, que après pour le deuxième tour, c'est Le Pen qui est redevenu un danger, alors que est-ce qu'on peut dire que Zemmour a comme aidé Marine Le Pen on va dire en la remettant plutôt en centre droit, alors qu'elle était toujours classée extrême droite? Alors, Marine Le Pen a beaucoup changé. Elle a beaucoup changé par rapport aux années passées. Elle a fait une très très bonne campagne. Vraiment une très bonne campagne, dans le sens où elle a été très calme, très posée, et elle ne s'est pas lancée dans des provocations, accusations inutiles. Elle l'a fait de temps en temps, mais beaucoup moins que Zemmour. Et aussi, elle s'est même mieux comportée que Pécresse, dans le sens où Pécresse répondait à toutes les attaques au lieu de insister sur son programme de réforme, etc. Zemmour, il a misé sur ses idées, enfin sur son constat du grand remplacement, etc. Et il a été assimilé à ça. Donc du coup, le reste, c'était inaudible. En plus, il passe pas vraiment dans les médias, il n'a pas la prestance d'un grand politique. Bon, c'est comme ça. Il parle bien sûr, mais il a été assimilé à ce message et ça a toujours été ça. Elle a diversifié son message, Marine Le Pen. D'ailleurs, le soir des résultats du premier tour, lors du discours qu'elle a tenu, elle n'a même pas prononcé le mot immigration. Pas une seule fois. Donc, c'est très malin de sa part. Elle a parlé beaucoup plus de pouvoir d'achat. Et puis, voilà. C'est un changement de cap qu'elle a fait. Probablement, elle a été bien conseillée. Et ça a marché. Parce qu'il fait quand même un bon score, même si elle a perdu. La position qu'elle a par rapport à Poutine et que Zemmour a eu aussi de soutenir, enfin, d'après certains spécialistes, ça aurait expliqué aussi le fait que Zemmour n'ait pas fait un bon score, parce il aurait plutôt soutenu Poutine contre l'Ukraine, et puis sa réaction par rapport à l'accueil des réfugiés. Est-ce que vous pensez que là aussi ça a été une erreur de sa part? Oui, en fait, tous, ils ont. Macron aussi a reçu Poutine à Versailles. Euh, donc, tous, la droite française a été et poutiniste pour la plupart, mais même si elle a un peu changé. Mais Zemmour a fait la grande bêtise de dire qu'il faudrait, en France, il faudrait un Poutine au pouvoir. Et quand Poutine a envahi l'Ukraine, il a été assez discret, alors que Marine Le Pen a tout de suite a tout de suite condamné l'invasion, a dit qu'il faut accueillir les réfugiés ukrainiens. Elle l'a fait tout de suite, je me souviens très bien. Donc voilà une différence entre, mais aussi Mélenchon aussi, hein, c'est un soutien de Poutine. En même temps, on sait très bien que Marine Le Pen a obtenu de l'argent de Moscou, de près des banques russes qui sont en fait sous la coupe du Kremlin. Et sinon, elle n'aurait jamais obtenu l'argent. Et bizarrement, on n'a pas beaucoup insisté sur ce fait. Mais donc, ils ont tous un lien plus ou moins fort avec le Kremlin. Et visiblement, ça a beaucoup desservi Zemmour. Oui, parce que vous parlez, il y a un article qui s'appelle la kremlinophilie, un virus extrêmement contagieux. Et Oui. effectivement, bon, c'est Alexandre Galinescu qui a écrit cet article, mais ça semble, justement, ça me permet de faire la transition vers donc la guerre russe contre l'Ukraine. Ça semble quand même
on voit quand même que le lien avec la Russie est privilégié. Il y a une sorte de, disons, Je de n'entends plus. tolérance. Alors, comment on peut comprendre ce problème d'information? Enfin, c'est... Est-ce que c'est un problème, à votre sens, est-ce que c'est un problème d'information sur la Russie? Il y a eu une coupure de vingtaine de secondes. Je ne sais pas si. Ok, je recommence ma question. Oui, Donc, on parle de cette attirance vers Poutine, ce soutien. On a oui, reçu Pierre Cassan récemment de Riposte Laïque. Bon, c'est sur le site internet qui est habité en Russie. Donc, effectivement, il y a des liens, soit financiers, soit organigrammes avec la Russie. Mais comment expliquer que des gens qui sont quand même intelligents ils soutiennent Poutine alors que c'est quand même lui qui est l'agresseur? bah, c'est comme durant l'époque communiste, des intellectuels intelligents, cultivés et raffinés soutenaient le communisme et l'Union soviétique. C'est presque pareil. Il y a un aveuglement à l'égard des dictateurs, alors que ça fait des années et des années que Poutine tue, assassine, enferme, envahit. C'est pas l'Ukraine, le premier pays envahi et occupé ou annexé, c'est ce qu'il est en train de faire. Pire, là, il est en train de vraiment, il nie l'existence de la nation ukrainienne. Donc c'est une complaisance envers Poutine, même un soutien, mais c'est valable aussi pour certains médias qui ont fermé les yeux et des journalistes, surtout de droite, qui ont une forme d'admiration pour le dictateur de Kremlin. Et maintenant, les gens se réveillent alors qu'on le sait depuis très longtemps. Et vous avez commis quelques articles là-dessus, justement, comme Poutine se fiche de la Pâque orthodoxe, il continue les tueries et les bombardements et annonce ses futures conquêtes. Bon, en fait, alors, par contre, là, on voit bien qu'il est en difficulté. Il y a un article de Guimillard qui vient de sortir comme quoi il pourrait même peut-être dégager du pouvoir. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que Guimillard là-dessus ou parce que vous dites que la fin de l'Empire russe, donc vous avez quand même des réflexions sur le même genre. Quelles conséquences? Est-ce que vous pensez que ça peut mettre en difficulté Poutine sur son poste? Alors, le système de Poutine, c'est un système, j'ai écrit un article mi-KGBiste, mi-mafieux. Ce sont des anciens, lui-même est un ancien colonel du KGB, et puis il y a plein de mafieux, des oligarques qui sont tous des mafieux dans son cercle proche. Le problème avec ces gens-là, c'est que tout marche, tout est bien, tout est OK, tant que l'argent rentre, que les affaires continuent. Poutine a sous-estimé les réactions des Européens, des Occidentaux et surtout des Américains. Et les annonces d'hier du président Biden ont dû d'ailleurs l'effrayer et puis de l'impressionner parce que c'est du jamais vu pour ce qui est du soutien militaire de la part des Américains. Il a sous-estimé ces réactions, il a sous-estimé les sanctions et qui touche quand même ses proches. Donc, on ne sait pas, peut-être Guy Millière l'a écrit, on ne sait pas combien de temps ses proches vont le protéger, vont le soutenir, et à partir de quel moment ils vont se dire que basta, il faut arrêter cette guerre et puis ce qui se passe et on passe à autre chose, on reprend les affaires. Voilà, ça se passe là. En même temps, sûrement, Poutine a prévu tout cela dans un sens, il a prévu une sorte de protection autour de lui pour être sûr qu'il ne va pas être euh, écarté du pouvoir. Cela dit, j'ai publié là aussi un article, les nombres d'oligarques russes qui sont suicidés, si je peux dire ainsi, J'allais en parler, oui. augmente tous les jours. Effectivement, vous avez raison parce que ça fait partie de sa méthode, mais beaucoup d'oligarques, même se sont réfugiés aux États-Unis. Donc Alors, il y en a qui les sont réfugiés, oui, effectivement.
tout à fait. Ouais. Et Alors, puis certains, mais oui, alors, comment expliquer, pour revenir peut-être 2 minutes avant de parler de la politique américaine, comment expliquer cet anti-américanisme depuis la Deuxième Guerre mondiale, même peut-être avant? On parle de Gaulle, par exemple, c'est lui qui a choisi le Parti communiste en 1945, donc il a préféré choisir les communistes plutôt que les États-Unis. Et il a demandé le départ des États-Unis. Et vous avez raison de souligner qu'à part Jean-François Revel et Raymond Aron, ouais, 90% des intellectuels étaient soit maoïstes, soit de Sartre, autour de Sartre, et qu'ils ouais, étaient voilà, plutôt maoïste, ouais, tout à Donc, fait. est-ce qu'on peut expliquer cet anti-américanisme contre l'OTAN, donc, et c'est pour ça peut-être que ça expliquerait le soutien à Poutine, que il y a cette tradition anti-américaine, anti-OTAN en France, quoi. Ah oui, là, sur l'OTAN, je suis extrêmement sévère et je trouve ça scandaleux. Ben, d'ailleurs, je l'écris et puis je l'ai fait sur les réseaux sociaux. Je vois des réactions de certains Français contre l'OTAN et je leur dis, mais vous réalisez pas la chance que vous avez eue d'être protégé par l'OTAN toutes ces années, alors que ce n'a pas été mon cas ni celui de ma famille. Ceux qui ont été protégés par l'OTAN ont grandi, eux et leurs familles, en Occident, et ils n'ont pas eu l'occupant soviétique et le communisme. Donc ça, ils ne se rendent pas compte. Et cet anti-américanisme aussi s'explique, Revel l'explique très bien dans l'obsession anti-américaine, s'explique par cette haine de il y a plusieurs facteurs, haine de la réussite, haine, la jalousie aussi, l'envie par rapport à l'innovation, entrepreneuriat, richesse qui sont aux États-Unis. Et puis, il y a une manie de considérer l'Amérique coupable de tout, comme la mondialisation est coupable de tout, comme l'Europe est coupable de tout. Euh, Chacun a ses fautes, mais il vaut mieux regarder d'abord dans notre propre jardin et l'échec des politiques publiques françaises pour que le pays change et non pas ailleurs. Donc tout cela cumulé, donc il y a une haine effectivement de l'Amérique et on a vu, surtout la droite française a vu en Poutine un redresseur des torts, un symbole de l'orthodoxie, la chrétienté, alors que il a un régime islamiste en Tchétchénie qui lui-même a mis au pouvoir. Il a amené les islamistes tchétchènes en Ukraine, tué des orthodoxes ukrainiens. Voilà, c'est absolument. Ils sont tombés dans le piège de l'idéologie de Poutine. Mhm, ouais. Alors, peut-être pour conclure cette partie sur l'Ukraine, comment pensez-vous que ça va évoluer dans les jours qui suivent? Enfin, je ne demande pas d'être devin là, mais je veux dire, avec votre connaissance, puisque vous venez de l'Europe de l'Est et que vous connaissez intimement la région, est-ce que vous pensez que l'Ukraine peut gagner cette guerre? Alors, le hasard fait que dans quelques jours, je pars là-bas, en Roumanie, et puis je vais à la frontière, donc j'en saurai un peu plus. Et je ne sais pas, mais il faut absolument gagner cette guerre contre Poutine. Il faut la gagner. Je suis admiratif à l'égard d'abord de Zelensky, le président ukrainien, qui est vraiment un héros et qui a le courage, il résiste, parce qu'il aurait pu très bien s'enfuir, euh, comme d'autres l'ont fait. Et il faut absolument gagner cette guerre. Et visiblement, les Occidentaux, d'abord plus vers l'Est, les Polonais, les Tchèques et puis les pays nordiques et baltes sont extrêmement décidés d'aider l'Ukraine et les Américains aussi avec, comme je disais tout à l'heure, l'annonce faite hier par le président Biden. Donc on continue à alimenter, même si peut-être c'est pas suffisant parce que ces Ukrainiens meurent sur le front. Nous, on est ici, loin. Ils pourront pas se battre à l'infini, bien sûr. Euh, mais déjà, ils ont résisté, mais il faut surtout pas qu'ils perdent. Donc, je sais pas, j'ai pas de pronostic, mais je souhaite de tout cœur qu'ils gagnent cette bataille, que nous gagnons cette bataille.
Avec Guimière qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, on a constaté que la France était plus antisémite que l'Ukraine, puisque vous avez souligné le président résiste, mais aussi il est de culture juive, enfin de religion juive. Donc ça veut dire que quand Oui, même le oui, peuple ça a ukrainien a coupé su encore. dépasser, disons, il y a 80 ans cet antisémitisme. Peut-être rapidement sur comment ça se fait qu'il a une si mauvaise image dans certains publics, hein, je parle, pas tout partout. On soutient spontanément ici au Canada l'Ukraine, mais il y a quand même des propos sur lui assez bizarres. D'où vient cette légende? Parce que lui, sa référence est Reagan, et on avait les mêmes propos face à Reagan, qui était un acteur soi-disant idiot. Ah oui, Enfin, oui, voilà. c'était un acteur de série B. On disait que c'était un acteur de série B. Quand Zelensky, on le traite de clown, voilà, c'est ça, effectivement. On a C'est été plus loin. inadmissible. Ouais, d'accord. Non, mais est-ce que ça tient à quoi? Est-ce que c'est lié au support à Poutine implicitement? Ah oui, non, mais il faut pas sous-estimer la désinformation et la propagande poutiniste, hein. Ça a été lancé par les poutinistes. L'histoire des nazis, alors que le parti d'extrême droite ukrainien a fait 2 ou 3% des élections. Et ça a été lancé par Poutine. C'était pareil dans la Roumanie communiste. Les adversaires, c'était des nazis, bien sûr. Quand j'étais jeune, adolescent, on me disait ça. Donc, si un Français critiquait la Roumanie de Ceausescu, communiste, c'était forcément un extrémiste nazi, etc. Donc, ce sont des pratiques d'accusation qui perdurent et que Poutine utilise tous les jours. Alors justement, ça me permet de rebondir rapidement pour conclure cette entrevue sur la politique américaine de Biden. Mais, on a appris que les Clinton ont été condamnés pour le dossier russe, qui a été donc une création. On le savait, mais là c'est sûr, puisqu'il y a une décision juridique. Et puis, l'ordinateur de Hunter Biden, le fils de Biden, a été Oui. récupéré. Alors, vous avez écrit un article là-dessus par Nicolas Lecosin, donc le 14 avril. Rapidement, est-ce que vous pensez que les démocrates sont en difficulté les élections et Ah, puis par oh, rapport à la... C'est surprenant justement que vous souligniez le changement, le virage de Biden par rapport à l'Ukraine. oui, ben, je pense que ce n'est pas le hasard. D'ailleurs, le Wall Street de ce matin soutient Biden dans sa position, ce qui est tout à fait juste. Et à l'approche des élections de midterm qui vont avoir lieu en novembre, où on prévoit une catastrophe électorale aux démocrates, c'est possible que Biden fasse ça aussi pour essayer de sauver les meubles, de sauver ce qu'il peut encore sauver. Ça ne veut pas dire que ça va marcher, mais il essaie de faire ça. L'histoire de l'ordinateur du fils Biden, que nous avons raconté plusieurs fois, nous avons été parmi les seuls à en parler, en France d'ailleurs, dès le début. Et je rends hommage au journal Wall Street Journal que je lis tous les jours et qui a été l'un des premiers à dire que les relations New York Post sont tout à fait véridiques. Euh, c'est une affaire extrêmement grave qui a une enquête en cours et on va voir sur quoi ça va déboucher. Visiblement, le père était au courant alors des affaires, des magouilles de son fils avec des hommes d'affaires russes, ukrainiens, chinois, roumains aussi. D'ailleurs, il y en a deux oligarques romains qui sont en prison en ce moment et qui ont rencontré le fils Biden pour faire des affaires. Donc, le père est visiblement été au courant. Maintenant, on ne sait pas, donc le président Joe Biden, maintenant, on ne sait pas de quel degré d'implication il a eu et jusqu'à quel point il a couvert et soutenu le fils pour qu'il décroche des affaires et puis Mais des on postes. dit que, mais on dit qu'il y a eu un enregistrement, que Biden est intervenu auprès du président de l'époque, qui était pro-russe, enfin, puis corrompu, Oui, pour oui. faire sauter le procureur
Donc c'est ça aussi C'est ça aussi, c'est ça aussi. Alors, vous rappelez l'histoire de Trump qui a demandé à Zelensky de nommer un procureur pour enquêter sur cette affaire. Donc Trump avait raison de le demander parce qu'il savait, il avait des informations, qu'il savait que Joe Biden était impliqué. Effectivement, là aussi, c'est une affaire à suivre. Moi, je fais confiance à la justice américaine, bien sûr, comme tout le monde le sait. C'est une justice partiale et qui ne rigole pas beaucoup dans le sens où l'enquête est menée jusqu'au bout. D'ailleurs, on l'a vu avec l'affaire russe, comme vous l'avez rappelé. Hein. J'attends que l'enquête continue et d'en savoir plus. Très bien. Alors, on va conclure. Je vais vous laisser le mot de la fin parce que on Oui, parle du libéralisme ou de classique libéral. Je précise parce que ici, ça n'a pas le même sens. Parce que le Parti libéral ici est plutôt un parti socialiste comme on dit en Amérique, progressiste, oui, alors qu'on parle de classique libéral. Donc là, il y a un article comme par exemple Olivier Barra sur le libéralisme année zéro, mais aussi un autre qui était paru sur votre site sur le fait que on en a parlé, mais j'aimerais conclure là-dessus. oui. Comment faire? Est-ce que vous avez besoin éventuellement soit de lecteurs, soit de soutien financier pour pouvoir justement continuer votre combat? Bon, C'est on a besoin de deux. On est comme je disais, le village d'Astérix dans un pays d'étatisme, d'interventionnisme, entouré d'étatistes. Et on vit que des dons privés, des individus, et surtout pas d'argent public. Abonnez-vous à notre lettre quotidienne sur le site irefeurope.org, donc vous le trouvez facilement. Et soutenez-nous grâce à des dons. Comme les think tanks américains, canadiens, comme celui de Michel Keligagnon, qui est un très bon ami. Voilà, donc c'est le souhait que nous avons. Si nous voulons continuer et produire ce que nous produisons, nous avons besoin de personnel, de gens, des spécialistes, ceux qui savent écrire. Et pour ça, il faut les embaucher, il faut les payer. Et nous avons besoin de vous. très bien. On vous remercie. Je rappelle, messieurs, dames, que nous étions avec Nicolas Lecossin, qui est président ou directeur de l'IREF, l'Institut français de recherche économique et fiscale. Pour vous donner un parallèle, c'est l'équivalent, ou en tout cas de même genre, de l'Institut économique de Montréal, avec qui ils sont partenaires d'ailleurs. Donc on va recevoir Michel bientôt, le directeur de l'Institut économique. Merci beaucoup, monsieur Nicolas Lecossin, pour Merci votre beaucoup, merci réflexion à vous. et nous avoir accordé un moment de votre temps. Je sais que c'est précieux, donc bonne continuation et je vous invite, messieurs, dames, à aller sur le site de l'IREF pour... pratiquement tout est gratuit, mais il y a même une lettre, mais il y a des abonnements. Mais c'est comme principe, il faut des dons, comme ici, pour les soutenir dans leur réflexion et leur combat. Merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci Nicolas.